Bonjour tout le monde, bonjour aux personnes qui se sont connectées et merci pour votre fidélité. Bonjour Judith, Bonjour, merci aussi Gabriel. pour ta fidélité et voilà, et heureuse de pouvoir t'interroger, que tu sois, qu'on te voit déjà, parce qu'en général tu enlèves la vidéo, Je suis là au cachée, moins, oui. voilà, en général tu te caches, donc là au moins on a le plaisir de te voir. Euh, alors, effectivement, on n'est pas très nombreux. Je précise il y a notamment une grosse émission de l'Agba Oui, Omer, parce que je vois tout à fait de quoi il s'agit, là, qui était une émission, enfin plusieurs émissions à la suite venant de l'Agba Omer. Bon, on a de la concurrence aujourd'hui. Et ma foi, peut-être aussi que le déconfinement fait que les gens sont peut-être moins connectés sur Zoom. On a peut-être plus envie d'aller se promener, se confronter à la vraie vie que d'être sur Zoom, hein. Mais bon, en tous les cas, on va quand même passer un bon moment avec toi. Ça, je n'en doute pas. Alors, je vais juste te présenter. Peut-être qu'il y a des gens quand même parmi ceux qui sont connectés qui ne te connaissent pas, en tous les cas, qui ne connaissent pas particulièrement ta biographie. Donc, je me permets de revenir dessus. Tu es né à Tunis, dans les années 50, et tu es arrivé à Paris en 1961. Voilà, donc tu es d'un milieu traditionnel tunisien et d'une famille où ton père, ta mère avaient fait. Allô? Elle est où, Julie? J'ai perdu. Ah non, elle est là. Ah oui, ça je suis c'est. là, je suis là. D'accord, ok, merci. Ok. Tu es d'une famille en fait où on avait fait des études, puisque ton père était bachelier, enfin ce qui était à cette époque, tout début du XXe siècle, quand même assez rare, hein. Euh, voilà, ça on le sait. Donc toi, tu es une ancienne prof de lettres, enfin quoique quand on est prof de lettres, on l'est un peu toute sa vie. Et tu as exercé pendant 35 ans à Paris, au Rincy, au collège Mercazatora, Oui, comme donc professeur certifié de lettres. Voilà, ça explique quand même tes facilités, on va dire, et ton intérêt pour la littérature et l'écriture. Voilà, tu es arrivé à Strasbourg donc en 2012. Je crois que tu as dû suivre tes enfants, c'est ça, qui se sont mariés ici. En oui, tout cas, c'est ça, mon fils. ton fils, oui, que tout le monde connaît et qu'on a beaucoup de plaisir à connaître en tous les cas. Il tient, on peut le dire, hein, l'épicerie Shem Tov, rue du Maréchal Foch. Et voilà. Et donc, toi, tu es venu à Strasbourg depuis 2012. Oui, c'est Et ça, enfin, tout début de l'année 2013. Extrême fin de 2012, donc on peut dire 2013. Voilà. d'accord, ce qui fait de toi quand même une Strasbourgeoise quand même assez récente. Voilà. Et tu as commencé à Mhm. écrire et à publier ton premier livre peu de temps après, hein. Exactement, Donc, oui. c'était L'Hameçon. 2015. L'hameçon en 2015, un livre qui était une autobiographie très sensible où tu racontes ton histoire, ton cheminement personnel qui est très à la fois intéressant évidemment, mais qui est très étonnant et qui est assez original. Voilà, ce qui fait de toi, enfin qui fait que tu as un cheminement là actuellement assez singulier. Tu es actuellement, tu fais partie de la enfin, tu es toujours membre des Lubavitch, enfin, de la communauté Lubavitch, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ton cheminement, enfin, tu racontes ce cheminement puisque c'est le résultat un peu d'une rencontre que tu racontes dans ton premier livre. Tu as ensuite écrit Nouvelles de Jérusalem et d'ailleurs, qui est un recueil de nouvelles, voilà, qui est paru l'année dernière, qui était, non, il y a 2 ans, Oui, en voilà, 17. qui est tout à fait sympathique et intéressant à lire. Alors, c'est ce qui nous intéressait aussi, c'était le fait que tu sois passé du roman autobiographique aux nouvelles, ce qui est encore un exercice différent, sachant que tu avais commencé, tu me l'as dit, par des poésies, par écrire des poésies. Donc, on peut dire que tu as vraiment fait enfin, tu touches et tu écris toutes sortes, tous les styles d'écriture. Et là, donc tout récemment, tu as écrit un livre pour enfants, il y a 1 an, pour un petit livre pour enfants, et tu es en train d'en sortir un deuxième. Voilà, donc on va peut-être commencer par
ton parcours littéraire. Qu'est-ce qui fait, ce qui t'a donné envie d'écrire, c'était parce que tu avais envie de transmettre ton histoire personnelle, ton autobiographie, tu avais envie de transmettre ton parcours. Est-ce que c'est ça qui t'a fait donner, enfin, qui a fait que tu as commencé à écrire, cette envie de transmission, ou bien le besoin d'écriture et l'envie, le besoin d'écriture, et du coup, ce qui est venu en premier, ça a été de raconter ton histoire. Bah, écoute, je vais répondre autrement parce que j'ai commencé en fait par la poésie, effectivement, et ça s'est fait d'une manière très curieuse. Je n'avais pas du tout l'intention d'écrire quoi que ce soit à l'époque, dans les années 93-95, et c'est passé d'une manière très curieuse parce que c'est un défi que j'ai relevé puisque un ami m'a dit si je n'étais pas capable d'écrire un poème. Alors, cet ami a peut-être dit ça sur le ton de la plaisanterie, mais ces paroles ont quand même fait leur petit chemin dans mon esprit et j'ai publié coup sur coup 2 recueils de petits recueils de poésie. Voilà, il y a encore beaucoup de poèmes au fond de mes tiroirs, mais je ne les publie pas. Sachant que la poésie est un genre très peu lu en France. Mais par contre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que écrire de la poésie, c'est très formateur pour, pour, un, pour un futur auteur ou même pour quelqu'un qui aime la littérature. C'est très formateur parce qu'on est obligé de travailler sur comment dire, les associations de mots, les associations de sonorités, les images, les métaphores. Voilà, donc ça m'a beaucoup servi et cet ami finalement il a très bien fait de me lancer ce défi. Et donc après, oui, alors je suis restée de 95 jusqu'à 2015 sans rien écrire, ce qui fait que j'avais pas vraiment une vocation. Je sais pas comment elle est venue cette vocation. Bon, à chaque fois que j'écris quelque chose, c'est qu'il y a une circonstance extérieure qui me pousse à le faire. Donc là, c'était le défi lancé par cet ami, elle n'était pas capable d'écrire un poème, ok. Et puis quand j'ai écrit L'Hameçon, c'était un récit autobiographique, tu l'as dit, effectivement, où je raconte comment je suis revenue au judaïsme, que je m'étais un petit peu éloignée du judaïsme traditionnel de la maison. Mais voilà, donc moi je suis revenue au judaïsme en écoutant chanter, alors c'est très particulier, hein, je résume en une phrase ou deux, en écoutant chanter une artiste juive convertie au christianisme. Je l'ai écoutée chanter à l'église Saint-Germain-des-Prés un soir de juin 1974. Et tu savais que c'était une artiste juive à ce moment-là? Je l'avais écoutée à la radio parce que je cherchais à écouter autre chose et je suis tombée par hasard sur les ondes sur un chant qu'elle improvisait à partir des versets de Bereshit. Donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que beaucoup d'entre vous ont lu le livre. Oui, tout à fait. Mais donc j'ai voulu savoir, donc je suis allée écouter son récital à Saint-Germain-des-Prés et j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière cette voix. Et en voulant savoir ce qu'il y avait derrière cette voix, nous sommes entrés en correspondance et c'est par cette correspondance qui constitue une partie du livre en fait, que je me suis rendu compte que ma maison, c'était le judaïsme, parce que je m'étais un petit peu, disons, éloignée du côté des philosophies extrêmes orientales très, très momentanément. Donc j'ai pris conscience à ce moment-là, par ses lettres, par ce qu'elle me disait dans ses lettres, que ma maison, c'était le judaïsme. Et c'est comme ça que j'ai démarré sur le judaïsme. Bon, j'ai mis du temps ensuite à devenir ce que je suis, mais c'est comme ça que le déclic s'est passé. Et l'hameçon, tout le monde voit, tout le monde comprend le jeu de mots. L'âme son, c'est-à-dire que c'est en chantant, le son, c'est le chant. Ce chant m'a tellement bouleversé, cette voix m'a tellement bouleversé, donc que c'était le chant de son âme qui a réveillé en fait mon âme juive. Et donc voilà. Et donc le jeu de mots avec l'hameçon, H-A-M-E-C-D-O-N, donc du pêcheur. Alors je ne sais pas si le bon Dieu continue à pêcher les âmes juives, à pêcher à la ligne, hein, à pêcher les âmes juives de cette manière. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça qu'il a pêché la mienne et je crois qu'il a réussi. Et après tout, pourquoi pas. Mais ça, c'est le pouvoir. À part ça, c'est le pouvoir de la musique. C'est le pouvoir du chant, effectivement. Du chant vocal, plus que de la musique instrumentale. J'aime bien aussi, mais c'est le chant vocal qui me touche beaucoup. Sur l'âme. Il y en a qui ne se sont pas convertis au christianisme suite à
Alors là, c'était dans une synagogue, hein, c'est Franz Rosenzweig qui était dans une synagogue la veille de Kippour. Il avait décidé, le philosophe Franz Rosenzweig, qui avait décidé de se convertir au christianisme Oui, et qui, en entendant l'office de Kippour, finalement est revenu oui. Ah oui, sur sa décision. oui, Donc, c'est très fort le chant. Oui, c'est très oui, fort. c'est la liturgie, c'est une autre forme de chant. C'est le pouvoir du chant et peut-être aussi de l'édifice religieux, enfin du chant interprété Mm. dans une synagogue ou dans une église. Bon, je ne voudrais pas trop m'aventurer là-dedans et, euh, et Enfin, comparer les églises et les ça s'est synagogues. passé comme ça, en tout cas pour moi. Les cas, c'est une très belle histoire et le livre est un très beau livre qui plus est original parce que écrit enfin, il y a beaucoup de correspondances en fait, hein, Oui, il y a beaucoup de une partie correspondances. épistolaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au niveau du temps, il y a une superposition entre la jeune fille que j'étais à l'époque où l'histoire s'est passée, en 74-75, j'avais donc 22-23 ans, quelque chose comme ça, plus le regard actuel, enfin le regard du moment où j'écrivais le récit. Donc il y avait la superposition des deux temps, le temps de l'histoire et le temps du récit, qui était intéressante aussi à, à mettre en À mettre en avant. ouais. D'accord. Alors, donc, tu es passé, après l'hameçon, il y a eu le recueil de nouvelles, nouvelles de Jérusalem. Exactement, oui, oui, parce que j'ai eu des, bon, je sais pas comment ça s'est fait, mais je connaissais pratiquement personne à Strasbourg en 2015, quand j'ai publié l'hameçon, mais ça a été beaucoup lu, apprécié, et finalement on m'a encouragé à continuer, et du coup j'ai écrit des nouvelles, nouvelles de Jérusalem et d'ailleurs, voilà. Donc Mais c'est toujours, ouais. c'est très connu, enfin, écrire un livre, surtout, a fortiori un récit autobiographique, c'est une très bonne manière de s'intégrer dans un lieu où on vient d'arriver. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça a aidé d'ailleurs? Oui, oui, bah, ça va, je me sens Ah bah, aujourd'hui, oui, évidemment, mais très bien. Oui, oui. c'est ouais, c'est bien à Strasbourg. Alors justement, Les nouvelles, ce qui est intéressant dans Nouvelles de Jérusalem et d'ailleurs, le titre est un petit peu trompeur, hein, Nouvelles de Jérusalem et c'est d'ailleurs. vrai. Pourquoi mettre Jérusalem alors que en fait les nouvelles se passent à Paris, se passent à Strasbourg, enfin dans plein d'endroits, à Brooklyn, en Israël aussi évidemment, mais c'est plutôt des nouvelles. Bon voilà, c'est une décision personnelle, subjective de mettre Jérusalem en avant, sachant qu'il y a en fait un peu des nouvelles de partout. C'est Et vrai. ça c'est voilà. Et donc là, c'est un peu des instantanés de vie. Est-ce que c'est romancé ou on est toujours dans le récit euh, Qu'est-ce qui a fait en fait est-ce que tu as puisé dans tes souvenirs Oui. euh, ou à travers plutôt des souvenirs imagés comme ça, puisque c'est très vivant et très sensible aussi. Alors, oui, alors c'est trompeur à double titre parce que ça ne se passe pas uniquement à Jérusalem, comme tu l'as dit. Et en plus de ça, ça ne correspond pas véritablement à la définition stricte de ce que l'on appelle une nouvelle, puisque une nouvelle doit normalement se terminer par une chute, Oui, c'est-à-dire par une fin inattendue, en tout cas pour le lecteur. Or, toutes ne se terminent pas ainsi, on me l'a fait remarquer d'ailleurs, mais un éditeur me l'a fait remarquer. Mais bon, ça respecte quand même le schéma d'une nouvelle dans la mesure, la définition d'une nouvelle dans la mesure où il y a peu de personnages, où ça tourne autour d'une action, etc., etc. Bon, et puis, bon, elles sont basées toutes soit sur des souvenirs d'enfance, effectivement, des choses que j'ai vécues, d'enfance ou pas d'enfance d'ailleurs, soit des histoires qu'on m'a racontées et que j'ai accommodées à ma manière. Mais c'est toutes des choses, enfin, elles sont toutes parties de faits réels. Sauf une qui est complètement inventée, mais je ne vous dis pas laquelle. à nous, à nous de la retrouver. Et alors, il y en a une que j'ai bien aimée, c'est sur la rue des Rosiers. Donc là, ça sent le vécu, où tu racontes justement que tu as bien connu la rue des Rosiers dans les années 70-80. Oui, c'est ça. Donc, je me baladais souvent dans ce quartier-là. Et donc, comme c'est malheureusement un quartier qui a complètement changé depuis, je ne retrouve plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien de tout ce que je décris là. Et voilà, il y a d'autres nouvelles qui sont intéressantes aussi, qui se passe à Strasbourg, qui se passe à Jérusalem, à Brooklyn aussi. Il y a une nouvelle qu'on m'a racontée, enfin une histoire qu'on m'a racontée, dont j'ai fait une nouvelle, c'est Madame Nigel, qui est très belle, que je trouve très belle aussi. Mais celle
me touchent le plus, ce sont les premières, celles qui sont sous la rubrique Au commencement. Et une qui s'appelle La Bouée, où c'est une petite fille qui est sur la plage en Tunisie, et puis, bon, c'est moi évidemment, hein. Et donc, sa bouée, il y a un coup de vent tout d'un coup, et puis sa bouée, elle se met elle se redresse, elle se met debout sur le sable, enfin, et elle se met à rouler, comme ça sur le sable. Et tous les gosses commencent à courir après cette bouée, qui disparaît finalement dans le large. Voilà, ça j'ai bien aimé j'aime bien cette nouvelle. Oui, qui commence par un pain blanc. Je cherche. On peut lire un petit extrait en fait, hein? Bien sûr. Moi, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais si tu veux. Il y a aussi le figuier qui est amusant aussi. Alors, c'est drôle parce que il y a des personnages tout à fait différents les uns des autres. Donc, comme je l'avais expliqué quand j'étais à la com avec Valérie, Madame Oui. Valérie, il y a des personnages tout à fait très variés très différents les uns des autres. Il y a des situations différentes, il y a des tonalités différentes. Il y en a qui sont humoristiques, il y en a qui sont graves, il y en a qui sont solennelles, il y en a qui sont attendrissantes, bon, émouvantes. Voilà, donc c'est très varié. Alors j'aime beaucoup. Alors je fais dans le culinaire, hein, on ne rigole pas. Moi j'adore. Enfin, je ne vais pas dire que j'adore manger, mais enfin j'aime beaucoup les briques à l'œuf. Alors j'aime beaucoup la description que tu fais justement. Une brique à l'œuf, une veille culinaire. On étale une feuille de brique, on y casse un œuf, on y ajoute capre et miettes de thon. On referme la feuille en éventail avant de la jeter dans l'huile chaude. On fait dorer des deux côtés et c'est le régal. On commence par croquer la bordure délicieusement croustillante de l'éventail, puis on se rapproche du centre et la pâte emplie de farce prend le moelleux et l'épaisseur du blanc d'œuf cuit, des capres et du thon mêlé. On arrive alors au nec plus ultra, le jaune d'œuf mollet à souhait, légèrement salé, que vous aspirez délicatement. Un délice. Quelle bonne idée de passer chez Bichy après le bain pour en déguster une ou deux, pensa le jeune garçon. Je dois dire, ça donne envie d'en manger tout de suite. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de goûts, enfin de sensations gustatives et tout ça. Ouais, typique de la Tunisie, hein. Mais c'est. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas voulu plus aller dans, ou peut-être dans un prochain livre, hein, aller dans les souvenirs ou dans l'écriture d'un récit ou d'un roman qui est pour cadre la Tunisie, ou c'est. Je ne sais pas, on verra bien. S'il y a quelque chose de l'extérieur qui me pousse, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas comment ça naît. Hein. C'est comme l'histoire, le bouquin, le roman jeunesse que j'ai écrit récemment. Trois cousins et une enquête, qui est quand même un roman à partir de 10 ans, 10-14 ans. Bon, c'est parti aussi de quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Donc, je ne sais pas. Ça viendra peut-être. Alors, oui, alors on peut en parler. Je veux dire, comment passe-t-on du récit, enfin, ou disons d'être sur, enfin, comment passe-t-on de l'identité, d'une écrivaine pour adultes à celle pour enfants, puisque c'est quand même pas tout à fait la même chose. Il faut aussi se mettre dans la tête d'un enfant. Comment est-ce que... C'est vrai. Donc j'ai enseigné quand même pendant 35 ans à des classes de 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, et puis, alors, en tant que prof, moi, j'étais dans une école juive quand même très engagée. Et donc, j'avais la responsabilité en tant que prof de lettres de ne pas mettre entre les mains des élèves n'importe quel livre. Donc, le mois de juillet, je le passais principalement à aller chez Giberjeune, dans la librairie, acheter une dizaine, quinzaine de bouquins jeunesse, d'occasion, les lire et voir si je pouvais les faire lire. C'était quel âge? Tu enseignais à quelle classe, hein? Tout le collège, 6e, 5e, 4e, 3e, voilà, en gros. Et donc, je sais que les parents me faisaient confiance, que la directrice Toledano me faisait confiance, mais moi-même, j'avais une responsabilité. Je sais que je ne pouvais pas, c'était pas très facile, puisque d'année en année, c'était de plus en plus difficile de trouver des livres, romans jeunesse, où il n'y avait pas de passage, disons, un peu scabreux, que je ne pouvais pas mettre entre les mains de mes enfants et encore moins de mes élèves. Donc je me suis dit, il manque quelque chose au niveau de la littérature enfantine ou jeunesse juive. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas écrire? Bon, j'ai le temps maintenant. Et donc il me manquait le sujet.
Et l'histoire, vous me croyez ou pas, même si vous ne me croyez pas, c'est pas grave, elle m'est tombée dessus, c'est vraiment le cas, elle m'est tombée dessus, parce que quand j'habitais dans le 18e à Paris, rue d'Audeauville, dans les années 80, en face de chez moi, il y avait un immeuble où habitaient des amis, et ces amis m'ont dit, tu sais Judith, nous avons une voisine d'origine polonaise qui a une Hanoukia dont elle veut se défaire. Est-ce que tu veux, toi, la prendre? Bon, alors, moi, je ne voyais pas trop. Bon, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Donc, c'était une Hanoukia quand même assez importante, assez grande. Et la voisine polonaise n'était pas juive? Si, bien sûr qu'elle était juive, absolument. Ah Oui, 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 c'était une voisine polonaise, d'origine polonaise, mais juive. Et donc, je ne sais pas, elle est ménagée, je ne sais pas pour quelle raison, elle a voulu donc, se défaire de cette Hanoukia qui était quand même assez volumineuse. Donc, je l'ai prise. Et la particularité de cette Hanoukia, c'est qu'il y avait marqué un prénom, il y avait gravé dessus un prénom, un nom, et la mention originaire de Wielun. Alors, Wielun, je sais que c'est une ville proche de Łódź, en Pologne, parce qu'il faut dire aussi que j'ai participé aux journées de la mémoire avec Patrick Petit-Wayon pendant 5-6 ans, 6 années consécutives. On préparait les journées de la mémoire, l'enseignement de la Shoah pour les élèves des écoles juives. Donc, j'avais beaucoup travaillé ce sujet pendant 5-6 années consécutives. Et donc, bon, c'est un sujet qui m'intéressait en soi. Donc, Wielun, je savais que c'était en Pologne, près de Łódź. Et bon, ça, c'était dans les années 80. Donc, je l'ai prise, on allumait la Hanoukia, les enfants le faisaient, bon, bref, etc. Et puis, je m'installe à Strasbourg. Et puis, c'était au mois de juillet 2017, j'étais assise sur mon fauteuil. Et puis, elle est là, en face de moi, sur le buffet. Je la vois, je la regarde. Ne me croyez pas si vous ne le voulez pas. Mais à ce moment-là, je me lève. Ça faisait quand même près de 40 ans qu'elle était là. À ce moment-là, 2017, 40 ans après, je me lève, je vais sur l'ordinateur, je tape le prénom et le nom sur Google, et c'est comme ça que l'histoire commence. Alors, c'est je dis que les histoires, elles me viennent comme ça. Donc, je sais pas, et donc, tout a commencé comme ça. Et après, bon, bien sûr, j'ai fait des recherches en passant par le mémorial de la Shoah, par le Yad Vashem, etc. Et j'ai fini en trouvaille, j'ai fini par retrouver le petit-fils de la personne dont le nom était gravé, qui a été déporté bien sûr avec sa femme à Treblinka en Pologne en 1942. Donc j'ai retrouvé son petit-fils qui habite Paris, qui a maintenant 83 ans. En 2007, il en avait 81. Et donc, on s'est donné rendez-vous. Je suis allée le voir à Paris. Je l'ai rencontré chez lui avec sa femme Esther, Léon et Esther. Et ça a été très, très émouvant parce que, voilà, ils ignoraient complètement l'existence de cette Hanoukia, déjà, qui était gravée au nom de leur famille, en fait. Et voilà, et donc, c'est comme ça que l'histoire est née, c'est comme ça que j'ai voulu la raconter, mais je l'ai adaptée aux jeunes, c'est-à-dire que je fais mener l'enquête par 3 cousins qui ont une mamie qui a reçu une Hanoukia, etc. Alors, si je puis me permettre, avec un sujet pareil, enfin une histoire de départ pareille, ça aurait pu donner un vrai roman, presque même un polar historique. Ah, bah, écoute, bon, je suis comment dire, je suis écrivain, je ne vais même pas dire écrivain, je suis écrivain amatrice et débutante. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ce roman pour jeunesse et je pense que je vais continuer aussi côté jeunesse parce que ça m'intéresse de fournir des bouquins sympas, ouais, des petits polars, des petits romans policiers à la jeunesse juive, avec des thèmes juifs évidemment. Voilà, donc, mais ce bouquin se lit aussi pour les adultes, hein, ça peut très bien se lire aussi, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Après, l'histoire que tu racontes est la vraie histoire dans le roman. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, c'est la vraie histoire. L'histoire de la Hanoukia, c'est la vraie histoire. Mais évidemment, je mêle énormément d'autres éléments pour étoffer un peu les choses, évidemment. Oui, ça. C'est la colonne vertébrale du récit, mais il n'y a pas que cela, évidemment. D'accord. Mais tu n'aurais pas donc forcément eu la matière à faire un vrai roman. Oui, enfin moi j'écris court, voilà. Oui, j'aime bien les poèmes, j'aime bien les nouvelles parce que c'est court, les romans courts également. Et en fait,
j'ai commencé, mais il y a très très longtemps, dans les années 76, à écrire ce qu'on appelle des aphorismes. Alors, les aphorismes, ce sont comment dire, des petites phrases très courtes qui cherchent comment dire, à caractériser une situation, mais de manière un petit peu étrange, un petit peu originale. Alors, je sais pas, j'en ai retrouvé quelques-unes. Tu en as retrouvé quelques-uns? Alors, vas-y, Quelques-uns, dis. pardon. Ouais. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Alors, par exemple, le mot est à la pensée ce que la voyelle est à la consonne. Ou bien, chaque jour commence par une majuscule et se termine par un point d'exaltation. Oui, non, c'est bien. Ou bien, à propos de la poésie inarticulée, les vers tuent auraient-ils des vices cachés? Voilà, D'accord. par exemple. Et puis, alors ça aussi, c'est pas, entre autres, le peuple juif, l'âme de fond de l'humanité, mais l'âme écrit l'apostrophe A, dans ce complexe, ME. Peuple juif, l'âme de fond de l'humanité. Bon, voilà, donc je me suis amusée à faire des petites choses comme ça. Voilà. Ça m'évoque la grande mode. Ah, ça m'énerve parce que les haïkus. La grande mode actuelle, depuis un moment déjà, des poèmes très très courts et très percutants, Ouais, japonais. Haïkus, ouais. Les haïkus, ouais. Qui sont délicieux. Oui, c'est un plaisir de lire des haïkus. Et ça veut dire, c'est vraiment dire le maximum avec le maximum de choses avec le minimum de mots. Un minimum de mots, exactement. Avec le minimum de mots et ce qui demande de la réflexion et surtout beaucoup de vocabulaire et d'esprit. Voilà. Et bon, bah alors, donc là, tu nous as parlé de la nouvelle pour enfants. Et en fait, en apprenant maintenant comment est-ce qu'elle elle est advenue, comment est-ce que tu l'as écrit. D'ailleurs, celle-là, où est-ce que tu l'as publiée? C'était chez... Bah écoute, les éditeurs, c'est vraiment très très compliqué. Donc ça, je l'ai auto-publié chez Amazon. Mais qui est-ce qui l'a illustré? Tu as trouvé un illustrateur? Ah oui, c'est une ancienne élève. Une ancienne élève qui est graphiste et qui est artiste peintre. Elle fait des choses merveilleuses. Et donc, elle a fait la couverture de ce livre. Elle va faire la prochaine également. Voilà. D'accord. Alors, le fait de... lorsque tu autopublies, tu ne te confrontes pas donc à un éditeur. Non, pas du tout. C'est te... moi l'éditeur, en fait. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Mais est-ce que, au fur et à mesure du processus d'écriture, tu fais relire à quelqu'un? Est-ce que tu demandes l'avis critique d'un proche ou... Oui, peut-être. Puis je relis moi-même très, très souvent. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas pareil que d'avoir un regard extérieur. C'est vrai. Donc, je l'imprime en papier, je change la police, etc. Il y a des techniques. Et puis, je le fais lire aussi, bien sûr. Je l'ai fait lire à certaines amies, le Nouvelle de Jérusalem, et ils m'ont donné leur avis, et ils m'ont donné aussi leur petite remarque des coquilles qui pouvaient rester. Oui, donc ça, c'est au niveau de la correction. Alors, le prochain livre, il sera pour enfants, pour adultes? Oui, toujours pour la jeunesse. Donc, ça, j'en parle pas tellement parce qu'il n'est pas encore terminé. Mais ça sera aussi autopublié sur Amazon. Mais là, entre-temps, je me suis amusée à faire un e-book que j'ai mis en ligne déjà et qui se veut être une suite possible aux Trois Cousins, une enquête, parce que les gosses me réclament une suite à ces Trois Cousins. C'est marrant d'ailleurs, j'ai reçu des mails, etc. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent, Sam, Talia et Julia, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Donc j'ai écrit Il faut écrire une suite. Un petit e-book. Oui, c'est sympa, ça me fait plaisir. Donc oui, il a très bien marché ce bouquin. Et donc, j'ai écrit un petit e-book que je vais transformer aussi en livre papier, livre broché, livre papier, où les Trois Cousins sont comme nous confinés et ils décident tout simplement d'écrire un journal à tour de rôle et pour raconter ce qu'ils font, etc. Donc, il y a des passages drôles, des passages un peu plus émouvants. Voilà, donc c'est... Et puis, il y en a un autre qui arrive après, probablement en septembre, avec une enquête policière à partir d'un... Ça se passe à Brooklyn cette fois-ci, à New York, particulièrement à Brooklyn. Et ça sera pour septembre, si Dieu veut.
Et est-ce que tu connais bien Brooklyn? Brooklyn, je connais, oui, parce que ma fille habite là-bas, donc bien obligée de connaître. C'est loin, mais bon. Oui, oui, non, mais Oui, c'est pas. je connais Brooklyn. On Ouais. connaît en tout cas assez bien. Puis bon, de toute façon, aujourd'hui, avec Internet, on peut écrire C'est vrai, sur même quelqu'un exactement. Ouais. qui n'a pas connu. Je veux juste en revenir encore au livre pour enfants. Je me rappelle effectivement qu'il avait très bien marché, en tous les cas, au Salon du livre de la Bizzo, hein, C'est vrai. trois cousins et une enquête. Et si après, des jeunes lecteurs te demandent, mais qu'est-ce qu'ils deviennent, les personnages, etc., ils veulent en savoir, et que ça t'oblige à écrire une suite. Mais le Exactement. Club des Cinq a commencé comme ça. Hein. Ça Oui, veut c'est dire, ça. tu pourrais tout à fait Alors moi, continuer. alors ça, par contre, je vais peut-être faire, si c'est présent, une série les trois cousins fonciers, les trois cousins. Voilà, c'est possible, c'est possible. Mais alors bon, j'ai remarqué que les clubs des cinq, ils grandissaient jamais, ils avaient toujours le même âge. Bon, alors je sais pas comment je vais tourner mon affaire, moi, mais bon, voilà. Ah, ils ne grandissaient jamais, oui, oui, mais ça ne les empêchait pas, enfin, libre à toi après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les suit chaque fois dans une autre aventure. C'est Et, ça, c'est et ça. ça peut être, qui sait, ça peut être vraiment le début de enfin, d'une série, voilà, pour enfants. C'est vrai, c'est une bonne idée. On me l'a soufflé déjà, et comme les enfants, enfin les lecteurs, les jeunes lecteurs me poussent à le faire également, ça viendra peut-être. Mais je me suis sûre de rien. Alors, comme je vous donne la parole, hein, vous savez que vous pouvez écrire, mais vous pouvez aussi prendre la parole en décochant Oui, votre micro. Si quelqu'un veut poser une question, ne vous gênez pas. Et bon, sinon, on va continuer. entre-temps, je peux lire peut-être un petit poème. Oui, volontiers. Parce que bon, les recueils de poésie, ils sont introuvables à l'heure actuelle. Hein, c'est fini. Les petits éditeurs comme ça n'existe plus. Bon, en plus, la poésie, je vous dis, elle n'est pas lue vraiment en France. Bon, moi, je pense que la poésie, c'est un genre qui est lu avec avidité uniquement dans les pays où le peuple est opprimé. Ça veut dire, par exemple, je donne l'exemple Où de il la n'y a pas Russie. de liberté d'expression. Voilà, voilà, dans un pays totalitaire, je pense à la Russie soviétique, avec des poètes comme Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Mandelstam évidemment, et dans une moindre mesure Pasternak. Euh, la plupart du temps, leurs poèmes étaient clandestins. Enfin, ils ne pouvaient pas les publier. Donc, comment est-ce que ces poèmes circulaient? Parce que le peuple en avait énormément besoin. C'était comme un ballon d'oxygène, c'est comme une libération intérieure que de lire des poèmes pour eux, surtout ces poèmes-là. Eh bien, simplement, Arbatova, par exemple, récitait son poème à une amie qui avait une mémoire gigantesque, donc qui les retenait et qui ensuite les récitait à d'autres, qui les retenait et qui les récitait à d'autres, qui les retenait, qui les récitait à d'autres, et c'est comme ça que les poèmes circulaient. C'est quand même incroyable de penser que Armatova, elle n'a pas vu ces poèmes, les poèmes qu'elle avait écrits et qui lui étaient les plus chers à son cœur, elle ne les a pas vus publiés de son vivant. Je pense aussi à tous les poèmes de la Résistance, comme par exemple Éluard, René Char, Aragon, etc. C'est pareil, pareil, c'était pour... parce que la poésie, finalement, c'est un genre qui... comment dire, c'est un langage codé. Bon, alors, ça marche avec des métaphores, avec des comparaisons. On suggère plus qu'on ne dit, et c'était exactement ce qu'il fallait pour contourner la censure. Donc, tous ces poèmes pouvaient circuler si ça passait la censure, sinon ils étaient publiés clandestinement et ils étaient distribués sous le manteau, comme ça. Je pense au poème d'Édouard Liberté qui a été parachuté en tract par la Royal Air Force sur les maquis français. Et les maquisards eux-mêmes ajoutaient, eux-mêmes inventaient des strophes qu'ils inventaient eux-mêmes à la suite de celles de Éluard. C'est extraordinaire. Éluard qui lui-même, de son vrai nom, s'appelait Greenberg, je crois, et qui était plus ou moins d'origine juive et qui a dû se cacher, on le sait très peu, on le sait, il a dû se cacher pendant quelques années, effectivement, pendant la guerre. Donc la poésie, bon voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de poésie, mais... Non, mais c'est très Ah oui, intéressant. je voulais vous lire un poème, exactement, avant les Mais questions. alors, avec grand plaisir.
Avec grand Alors, plaisir. c'est un peu décousu, j'ai pas l'habitude sur Zoom, vous voyez, j'ai pas l'habitude, mais c'est pas grave. Donc, un petit poème. Je me suis fait un habit neuf de mes haillons vivants. J'ai taillé ma vie à vif, assemblé, épinglé, faufilé les lambeaux usagés, essayé, retouché, piqué et surpiqué. J'ai recousu à neuf les morceaux déchirés, puis j'ai tout repassé. Ma vie ne fait pas un pli. C'est un pour commencer. Et puis un petit deuxième, là, pour tout à fait différent. Affûte ta mémoire à l'aiguillon du temps et vois. L'histoire est là. Rage rouge des hommes, rire rare des rois, cendre et sang. Et toujours l'arc boutant du temps qui se tend vers demain. Aube vive, enfanteras-tu enfin le jour emprisonné dans les charrues du ciel? Là-haut, le soleil claque des dents et le silex du temps use les petits cailloux blancs de l'espoir. Oui, très beau. Bravo. C'est un petit peu moins. Est-ce qu'il a un titre? Il y a un titre, oui, mais ça s'appelle Présence. Mais ça, enfin, vous ne pourrez plus Mais l'avoir. alors, ils sont publiés, ces poèmes? Ah ben oui, ça c'est deux recueils qui sont publiés, un qui s'appelle Présence et un qui s'appelle, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, Mais Derrière la vie. Derrière la vie. Ouais. Mais ça, j'ai publié ça en 93, 95, quelque chose comme ça. Il n'y en a plus comme ça. il n'y en a plus. C'est Tu épuisé. devrais les republier, les rééditer. C'est ça. J'y pense Vraiment? aussi, j'ai un tour. Vraiment? Mais oui, oui, non, Et, non, écoute, je suis d'accord, Gabriel. la prochaine fois que tu viens au salon du livre de la vidéo, tu ne viens pas juste avec des livres d'enfants. Bon, d'accord, j'ai compris le message. Ok. Mais ça, c'est prévu, Gabriel. J'ai repris les plus beaux poèmes de mes deux recueils, plus les plus beaux poèmes de ceux qui dorment dans mon tiroir depuis des années, plus quelques aphorismes sympathiques, juteux et croustillants, et je vais en faire effectivement peut-être quelque chose. Mais toujours en auto-édition, hein, parce que là, les éditeurs, il ne faut pas compter dessus. On voit que tu es un peu désabusé, mais tu as essayé quand même, parce qu'il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans la poésie. Hein. Je veux dire, c'est un ah peu... oui, je sais, j'en connais, mais bon, non, ça ne les intéresse pas. Ou c'est des trucs à compte d'auteur, ou je ne sais pas comment on appelle ça, moitié auteur, moitié éditeur. Oui, mais ce qui peut aussi être intéressant, parce que ça peut ouvrir sur C'est vrai. diffusion. Mais bon. Question sur la diffusion. J'aime bien ma petite auto-édition. D'accord, alors je ne veux pas. Entrepreneur. D'accord, pas de problème. Valérie, vas-y. Voilà. Je voulais savoir si maintenant que, par exemple, la série, je ne sais pas si vous l'avez vue, Unorthodoxe a beaucoup fait parler d'elle. Oui, j'apprécie beaucoup dans vos livres, c'est justement que la religion est toujours un fond, mais jamais trop prégnant. On sent que c'est quelque chose qui est très important, mais c'est pas mis en avant, c'est pas justement c'est une musique douce qu'on entend au fond des histoires et des personnages. Et je pense que ça serait peut-être un moyen de faire connaître vos livres maintenant qu'il y a peut-être une demande autour de ces thèmes-là. Oui, c'est vrai que je suis engagée effectivement dans le judaïsme plus que traditionnel, c'est évident, mais je suis quand même ouverte, c'est vrai. Donc c'est une image du judaïsme que je donne peut-être, qui n'est ni sauvons-nous, et ni aussi comment dire très fermée. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Non, est-ce que Valérie, toi, tu voulais parler peut-être du fait que Judith Marek a fait le chemin inverse que ce qu'on lit et ce qu'on voit habituellement. Bon, sauf que aussi, mais comme justement dans les livres, la religion fait partie intégrante des personnages, mais ne les empêche pas du tout de vivre et de s'épanouir. Je trouvais que c'était une réflexion qui pouvait compléter les personnages qu'on voit dans cette série, un petit peu caricaturale malgré ses qualités. Oui, moi je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en juger.
Alors, mais oui, bon, on peut en parler, mais Caricaturaux, ce qu'il y a surtout, c'est que c'est dans un milieu vraiment très précis qui est celui des Hasidim Satmar. Donc, Satmar, oui, c'est ça. donc les Satmar, les Hasidim Satmar, c'est vraiment un micro-milieu ultra-orthodoxe et qui obéit, disons quand même, à des règles très précises qui leur sont propres surtout, qui ne sont pas les mêmes que dans l'orthodoxie, j'allais presque dire traditionnelle, quoi. Enfin bon, voilà. Oui, il y a beaucoup de livres, je pense, de récits qui montrent comment quelqu'un qui faisait partie justement comme un orthodoxe, qui faisait partie d'un groupe chassidique ou d'une famille chassidique ou d'une famille extrêmement religieuse, s'est éloigné de la religion complètement pour perdre complètement toute attache avec le judaïsme. Il y a beaucoup de livres comme ça, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, comme celui que j'ai écrit avec l'hameçon, ou alors s'il y en a, il y en a probablement, mais qui racontent une expérience très, comment dire, précis-précha, je dirais. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais bon, c'est différent. Tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup qui montrent le chemin inverse, c'est exactement ça. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup qui montrent le chemin inverse, et quand ça raconte... bon, oui, après chaque histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, enfin ça, mais disons de manière générale, le public, le grand public, hein, vraiment le public mainstream, le grand public est plus, comment dire, ça leur parle plus d'entendre des gens qui viennent d'un milieu très orthodoxe, très fermé et qui s'émancipent. Le chemin vers l'émancipation, voilà, est plus audible que l'inverse. Ça plaît plus, effectivement. Voilà. Mais Valérie, effectivement, pourquoi justement, ça fait du bien d'avoir des personnages qui sont épanouis au sein de leur religion. C'est relativement rare. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi j'en connais quand même pas mal, hein. J'en connais quand même pas mal autour de moi, mais... Je parlais de personnages littéraires. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est vraiment, ça me trouble le fait de ne pas être en direct comme ça vis-à-vis de... Oui, c'est un peu particulier, hein, faut s'habituer. Oui. Mais oui, donc les personnages littéraires qui sont, oui, exactement, c'est ça. Il y en a pas beaucoup. Maintenant, enfin, c'est pas un problème. Il faut, ça ne suffit pas d'être bien dans son identité de juif très très pratiquant ou orthodoxe. Il faut avoir aussi la capacité d'écrire, hein, et la qualité d'être un écrivain. Voilà, et alors je vais même aller au bout du fond de ma pensée, c'est que est-ce qu'on donne assez de place justement à l'enseignement du français, à l'enseignement de la littérature? Est-ce qu'on donne assez de place à l'esprit dans l'éducation très orthodoxe qui permettent après de pouvoir écrire? Oui. Bon. Judith, je sens que tu as un boulevard devant toi. Ne lâche pas. Oh, écoute, je suis d'accord parce que je pense à des petits élèves qui avaient un talent, qui avaient un génie, tant au point de vue art littéraire. J'avais une élève qui pouvait écrire le style de n'importe quel auteur. C'est simple. Il y a très longtemps, hein, je ne me souviens plus de son nom, mais elle pouvait écrire n'importe quel style, elle pouvait imiter n'importe quel style. Alors aujourd'hui, madame, qu'est-ce que vous voulez dans la rédac? Alors je dis, je sais pas, tu choisis, choisissez celui-là. Et puis, il y avait aussi... oui, mais ces filles-là, non, mais ces filles-là, malheureusement, celle-là, du moins, elle n'a rien fait avec son talent littéraire. C'est un peu dommage, je trouve. Parce que justement, elle aurait pu écrire des contes pour enfants, elle aurait pu écrire, je ne sais pas, tout en restant dans le cadre du judaïsme super orthodoxe ou orthodoxe comme on voudra. Elle aurait pu écrire des contes, elle aurait pu, comme ma petite élève qui illustre mes bouquins, et ben voilà, elle travaille comme ça et c'est très bien. Et elle peint des choses magnifiques. Judith, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, au niveau de l'éducation et de donner envie surtout de faire autre chose et d'aller au bout de son talent et dans ces milieux-là. Je pense quand même qu'il y a un tout petit déclic qui se produit actuellement. Effectivement. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps.
C'est tout, parce que il faut bien se dire quand même que moi, je suis la génération de la grande vague des ballets de Chouva des années 70, etc. Ok, donc, j'ai connu les deux mondes, entre guillemets, hein, le monde, disons, profane, si je l'appelle ça comme ça, mais bon, et le monde juif engagé. J'ai connu les deux. Donc, la génération suivante, elle a été élevée vraiment dans la stricte observance, avec l'école juive qui permettait ceci, qui ne permettait pas cela. Donc, évidemment, donc, il faut, je pense, attendre encore un peu de temps, une autre génération peut-être, pour qu'un équilibre se fasse. Je vous dis franchement quelque chose, c'est vraiment, on est en petit comité, c'est pas grave. Quand j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme, quand je suis revenue au judaïsme, je n'ai pas lu un livre pendant, je sais pas, 2, 3, 4 ans, parce que j'avais besoin de m'abreuver à autre chose que ce qu'on nous avait appris dans les lycées ou dans les facs, sans retirer toute la valeur de ce que j'ai reçu dans les lycées et dans les facs, évidemment. Mais j'avais besoin de m'abreuver à autre chose. Donc, voilà, donc, et c'est après que j'ai rétabli un équilibre, que j'ai ouvert de nouveau des bouquins. C'est vrai, en tant que prof de français, je n'ouvrais pas de bouquins, c'est quand même fou ça. Donc j'ai réouvert des bouquins, j'ai réouvert des romans, j'ai vu des films, j'ai écouté des chansons, c'est merveilleux. Donc voilà, et je suis restée la petite Marek, qui est celle que vous connaissez jusqu'à présent, c'est tout. Maintenant, je sais pas, c'est pas simple hein, cette affaire-là, c'est pas simple. Est-ce que tu as un petit peu enseigné lorsque tu es arrivée à Strasbourg? Oh, très peu, une petite année, parce que j'avais envie d'être tranquille quand j'ai quitté l'éducation nationale, ça y est, donc je ne voulais pas trop m'engager encore dans du travail. Oui, mais tu as un petit peu enseigné dans une… Oui, j'ai enseigné également à Betrana. Oui, Alors, oui, à Betrana. est-ce que là-bas, c'est quelque chose qui aurait pu… est-ce que tu ne pourrais pas transmettre, tu vois, une idée, comme, enfin, pas une idée, mais une certaine idée de l'éducation et de l'éducation littéraire? Oui, en tant que prof de français, c'est vrai que je leur donnais des livres à lire, c'est sûr, mais c'était forcément ma liste, qui est assez longue, hein, une grande liste que j'ai depuis des années de livres lisibles par des enfants d'école juive. Donc, quand même pas mal, heureusement. Mais c'est quand même limité. Voilà. Et ce que je faisais aussi quand elles en avaient un petit peu assez, qu'elles étaient fatiguées, parce qu'on travaillait tard, je leur chantais des chansons de Barbara. Donc, mais bon, ça c'est des petites anecdotes. Mais donc, ah, madame, qu'est-ce que c'est cette chanson? Donc, Barbara, qui sait? Ben, j'ai raconté qui c'était, etc. Donc, voilà, elles étaient très surprises par ma façon d'enseigner et d'être à la fois une femme juive, une prof, pas comme les autres non plus. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur dans ces cas-là au directeur d'école? Au directeur d'école, aux parents, je ne sais rien. Aux parents, oui, la création. Hein? La crainte de laisser peut-être les enfants oser créer quelque chose. Ah non, oui. Oser créer quelque chose, je ne pense pas, parce qu'à l'école où j'ai enseigné au Rincy, à Merkaz Torah, il y avait des profs de comment ils appellent ça, de dessin, art plastique, ça s'appelle maintenant, mais ouais. Elle faisait faire, cette prof, elle faisait faire réaliser des choses, mais absolument magnifiques aux élèves. Et à chaque fois, chaque fin de trimestre, elle organisait une exposition avec toutes les œuvres. Je peux dire que c'était des œuvres. Elle organisait une exposition dans les, je sais pas, dans le réfectoire ou en fait plus, de toutes les œuvres créées par les élèves. C'est vraiment magnifique. C'est pas un problème de création. C'est de donner intellectuellement. Parce que je connais des tas d'élèves qui écrivaient. Elles m'apportaient leur cahier où elles écrivaient des poèmes. Madame, vous pouvez me dire c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce que vous pouvez en penser? Elles écrivaient elles-mêmes. Mais alors, tu vois, Judith, elles écrivaient parce que le système est très coercitif, exactement comme avec l'Union soviétique. Et comme le système est coercitif, voilà. Comme le système est coercitif. Je ne sais pas vraiment si c'est pour ça, donc quand même. Je n'irai pas jusque-là à dire cela quand même, malgré tout. Parce qu'elles avaient le droit d'écrire quand même. Oui, heureusement. Bon, à part ça, c'est souvent et puis c'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est des milieux où on n'est pas toute la journée devant des écrans. Hein. Voilà, il n'y a pas, la télé, il n'y a souvent pas l'ordinateur, etc. Donc voilà. Mais là, on touche un sujet que je trouve un peu délicat.
Oui, oui, je suis pour d'accord. moi. Enfin, moi, je suis un peu gênée de parler de ce sujet-là Non, comme non, ça. mais on veut pas te mettre ni en porte-à-faux ni mal à l'aise. Donc, j'arrête. De toute façon, oui, en plus, il est 57. Euh, non, non, mais c'était très intéressant parce que ton parcours est extrêmement intéressant et tes livres aussi. Et vraiment, j'espère que tu vas continuer. Et Merci. voilà, donc moi, je rappelle Nouvelles de Jérusalem et d'ailleurs chez l'Harmattan. Oui, enfin, l'Harmattan, bon. L'Harmattan, vous savez, bon, c'est très bien, mais non, je me tais. Non, non, mais je sais. Moi, je sais. C'est-à-dire que les auteurs ne gagnent pratiquement rien, si le pratiquement étant trop. Mais c'est pas grave, donc voilà. Non, bah, au moins, le livre est publié. Il est correctement publié. Et surtout, Il est quand même publié, ouais. il est publié. Et puis surtout, il a été écrit. Et que moi, j'ai toujours Oui, beaucoup il de a été publié. Par contre, ce qui est bien avec cet éditeur, c'est que quand l'auteur les achète, avec 30% ou je ne sais quoi, 30% sur le prix public, il peut les revendre au prix public. Donc, c'est uniquement comme ça que, donc, on gagne quelque chose malgré tout. D'accord, bah oui, sur la vente des livres. Donc, là, le dernier livre, c'était pour enfants, c'était Trois Les jeunes. cousins et une enquête, Oui, c'est hein, ça. avec l'histoire d'Hanoukia. Et Ouais, celui-là, très belle histoire. Franchement, c'est ça. celui-là, on peut, Franchement, c'est sympa. L'histoire d'Hanoukia, elle est très, très, très intéressante aussi. on peut l'acheter, celui-là encore Ah oui, il n'y a actuellement. pas de problème. Oui, vous l'achetez soit en ligne, soit en librairie, soit chez Menachem, Foch ou Anvers, Chez il n'y a pas de Menachem, problème. d'accord, ça je ne savais pas. Rue du Maréchal Foch. Ben, ça c'est bon à savoir. Et Et puis les autres et les prochains arrivent, mais toujours pour jeunesse. Alors bon, je retiens l'idée Oui, je suis tentée par moment de reprendre l'écriture pour adultes, parce que bon, quand même, j'ai certainement des choses à dire. Il faut que je les découvre. bien, et voilà, c'est vraiment le mot de la fin parce que quand tu viens de dire comme j'ai des choses à dire, il faut que je les découvre. Et moi, j'ajouterais que c'est en écrivant qu'on se découvre et qu'on découvre. Voilà. Tout à fait. Merci Gabrielle, merci à vous tous. Donc, merci beaucoup Judith de nous avoir voilà, fait le plaisir de cette interview et de nous avoir dévoilé une partie de toi. C'est très, très sympathique. Merci beaucoup à tous d'être là, voilà, d'être venus. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, donc à la même heure à 4 heures. Alors, cette fois-ci, c'est bloqué, c'est organisé avec Salomon Malka, donc Shlomo Malka, journaliste et écrivain. Voilà, et on parlera du confinement à l'aune du journal d'Anne Frank. Voilà. Et donc, je vous dis mardi prochain, rendez-vous mardi prochain à 4 heures. Voilà. Merci beaucoup, Judith. Et puis Avec surtout, plaisir. Merci Gabrielle, merci à vous. Merci. voilà, merci. Merci au Consistoire Israël du Bas-Rhin, évidemment, d'avoir organisé toutes ces réunions Zoom. Et puis au plaisir de vous revoir bientôt. Portez-vous bien et bonne fin de journée. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Judith. Je ferme la Merci. réunion. Au revoir. Oui. Hop.